Bienvenue dans les Fils Reddit les plus sombres, volume 1. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai déjà utilisé ce format dans le passé, mais je n'étais pas très enthousiaste à ce sujet, alors j'ai décidé d'y mettre fin. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Nous explorerons des utilisateurs, des subreddits et des histoires troublantes provenant de Reddit. Sans plus attendre, jetons un œil au premier. L'entrée suivante date de plus de 12 ans, mais elle n'a pas reçu beaucoup d'attention malgré son caractère extrêmement intéressant et troublant. C'est une publication d'un utilisateur qui s'appelle ListenSilent. Ils ont prédit une catastrophe naturelle dans la région du centre de l'Atlantique, aux États-Unis et dans les Caraïbes. La publication a été faite sur le subreddit Conspiracy, c'est pourquoi elle a peut-être été ignorée pendant toutes ces années. Le 5 octobre 2012, ListenSilent a publié le message suivant. Des rumeurs à propos de la côte Est. Il y a environ 2 semaines, ma mère m'a appelé pour savoir si j'avais un plan d'évacuation. Ce qui est intéressant parce que nous n'avons jamais parlé de ce genre de choses. Nous avons discuté de politique, de religion et de divers autres sujets, mais jamais de ce qu'on ferait si tout partait en vrille. Sa raison pour cela, c'est que sa meilleure amie depuis 37 ans l'a appelé et lui a dit que sa fille et son gendre avaient été convoqués à une réunion privée sur la base concernant un scénario probable d'évacuation de la côte Est. Son gendre est dans les forces spéciales, apparemment à un poste élevé. Je crois que la base était Fort McPherson, en Géorgie. D'après ce qu'elle a dit, la fille et le gendre ont été amenés et ont dû signer un accord de non-divulgation, s'engageant à ne rien révéler à personne sous peine de trahison de ce qui leur a été dit pendant la réunion. On leur a dit que dans 46 semaines, c'était vers le 20e septembre, la côte Est connaîtrait une sorte de catastrophe qui la submergerait sous l'eau. On leur a également dit de se préparer à repartir et d'être prêts à partir à tout moment. C'est à peu près tout ce que j'ai. Cela vient de quelqu'un en qui j'ai confiance et qui fait confiance à sa fille et à son gendre. Je ne vois aucune raison pour qu'ils inventent ça ou paniquent pour une simple routine ou un exercice. Selon l'ami de ma mère, l'armée ne fait pas ce type d'exercice sans avertir la population qu'il s'agit seulement d'un entraînement. Elle est mariée à un militaire depuis 20 ans. Le frère d'un de mes meilleurs amis, ancien des forces spéciales avec en ville, est rentré au Texas il y a environ 2 semaines pour voir sa famille, puis a disparu. Voilà, c'est à peu près tout. Quelqu'un a-t-il entendu quelque chose à ce sujet ? J'ai lu que la côte Est allait avoir un hiver terrible, mais c'est tout ce que j'ai entendu. Des avis ? Après cela, auteur du post a fait 2 autres commentaires. Dans le premier, il a dit vouloir préciser avoir choisi le titre de son post pour une raison particulière. Je ne confirme pas cette information, mais je me demande si quelqu'un a entendu quelque chose de similaire. L'ami de ma mère a dit que sa fille et son gendre n'ont eu aucune nouvelle depuis la réunion, à part leur retour à donner. Je vais parler à l'ami de ma mère pour comprendre clairement ce qu'elle a entendu de sa fille et de son gendre. Sans surprise, surtout étant donné que cela a été publié sur le subreddit des théories du complot, la plupart des gens l'ont naturellement rejeté, et peu l'ont considéré comme une possibilité réaliste. Fait intéressant, ce post était une prédiction complètement folle mais parfaitement exacte. La date de publication est cruciale. Le 5 octobre 2012. Dans le post, l'auteur mentionne que la fille et le gendre ont été informés vers le 20 septembre que dans 46 semaines, la côte Est connaîtrait une sorte de catastrophe dès qu'il la submergerait et qu'ils devaient être prêts à partir à tout moment. Cela réduit les dates du 18 octobre au 1er novembre, soit une période exacte de 2 semaines. Fait marquant, un événement majeur s'est déroulé à cette époque. Une catastrophe extrêmement grande et dévastatrice, parfaitement prédite par auteur du post. Oh mon Dieu. Un arbre. Un incendie majeur fait rage dans la rue. Paul n'a que 5 minutes. Sur les 5 bâtiments, 3 se sont effondrés. Restez à l'intérieur. Surtout, évitez les parcs, plages, promenades, quais et digues. Dans le centre-ville, une grue au sommet d'un immeuble de luxe s'est effondrée et pend dangereusement dans le vent. Je ne comprends pas ce qui se passe. On est le 13. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai juste explosé et... Le 22 octobre 2012, l'ouragan Sandy, un cyclone tropical extrêmement puissant, a ravagé les Caraïbes et la région côtière du centre de l'Atlantique des États-Unis jusqu'au 2 novembre 2012. C'était le plus grand ouragan de l'Atlantique jamais enregistré, mesuré par son diamètre, avec des vents de force tempête tropicale s'étendant sur 1150 miles.
Cette tempête a causé près de 70 milliards de dollars de dégâts, soit l'équivalent de 93 milliards en 2023, et a tué 254 personnes dans 8 pays, des Caraïbes jusqu'au Canada. Cela ressemble à une énorme coïncidence, mais la prédiction de Auteur du post était parfaitement juste. Quant à l'après-publication, l'Easton Sealand n'a fait qu'un seul autre commentaire de suivi le 30 octobre, alors que l'ouragan faisait rage depuis une semaine, en disant ceci. « J'ai publié ceci comme un avertissement possible. J'ai eu cette information indirectement, mais elle semble assez précise. J'espère que nous pourrons tous être un peu plus sceptiques envers notre gouvernement et les informations qu'ils choisissent de diffuser au grand public. J'ai le sentiment que lorsque j'ai reçu cette information, elle venait d'une source qui n'avait aucune raison de mentir et qui n'avait que de bonnes intentions pour sa famille et ses amis. Si cette info et ce désastre coïncident, je suis furieux. Si notre gouvernement avait connaissance d'une catastrophe imminente et n'a rien fait, c'est une preuve irréfutable. En 2021, Auteur du post a fait un dernier post à propos de ce qui semble être un sujet sans rapport sur le subreddit Conspiracy. Même si tout cela semble être une énorme coïncidence, j'imagine que certaines personnes penseront qu'il y a plus que ça. C'est à vous de décider ce que vous voulez croire. Il est possible que Auteur du post ait manipulé les dates de publication pour donner l'illusion d'une prédiction, mais je ne connais pas de telles méthodes. Néanmoins, c'était l'un des posts les plus intéressants et étranges que j'ai vus sur Reddit jusqu'à présent. Le 7 juillet de cette année, un utilisateur nommé Proly Tyler a publié un message expliquant qu'il avait été témoin de la noyade d'un enfant dans un lac, disant « Un enfant s'est noyé quand j'étais au lac. Je suis allé au lac récemment avec des amis et pendant que nous étions là, un enfant s'est noyé. J'ai réagi au cri quand je l'ai entendu et j'ai récupéré son corps au fond du lac aussi vite que j'ai pu. Après avoir récupéré son corps, j'ai pratiqué la réanimation jusqu'à ce qu'il recommence à respirer. Il a été hospitalisé mais je crois qu'il ne s'est pas encore réveillé. Ma question est la suivante. Devrais-je prendre des mesures pour me protéger légalement ? J'ai fait tout ce que je pouvais pour le sauver, mais il était resté sous l'eau pendant longtemps. Puis-je être tenu responsable s'il ne survit pas ? Je vis dans l'État de Washington, aux États-Unis. 2 éléments intéressants à noter ici selon moi. L'auteur du post s'inquiète des implications juridiques, bien qu'il affirme avoir fait tout son possible. Je n'ai jamais vécu une telle situation, mais poursuivre en justice ne me viendrait pas à l'esprit après avoir sauvé un enfant de la noyade. Cependant, dans les commentaires, il apporte une précision. Il mentionne qu'il a déjà été certifié en réanimation cardio-respiratoire par le passé et qu'il a été maître nageur il y a de nombreuses années. Il s'interroge sur sa responsabilité en cas de non-survie de l'enfant. Deuxièmement, de tels incidents sont sûrement éprouvants mentalement. Alors que l'auteur semble principalement préoccupé par la légalité, sa santé mentale a peut-être souffert durant tout cela. Quoi qu'il en soit, les personnes dans les commentaires ajoutent que l'auteur du post n'a probablement rien à craindre. Comme le dit cette personne, sauver un individu de la noyade et lui administrer un massage cardiaque relève de la protection de la loi du bon samaritain dans l'État de Washington. En gros, la loi est là pour protéger les gens de toute responsabilité pénale dans le cas où leur aide contribuerait à aggraver les blessures ou entraînerait la mort de la personne. La raison d'être des lois du bon samaritain n'est pas seulement d'encourager les gens à aider les autres lorsqu'ils en ont besoin, mais aussi de les protéger contre les poursuites civiles. Les lois du bon samaritain ne protègent pas toujours contre les poursuites civiles. Mais lorsque vous connaissez vos limites, il sera plus difficile pour l'autre personne de gagner son procès. La mise à jour d'Auteur du post indique qu'il n'a plus de raison de s'inquiéter. Et il a reçu un message aujourd'hui disant que l'enfant est réveillé, assis et qu'il parle. Il semble aller bien. L'entrée suivante a été faite il y a quelque temps et ressemble au message de fortune d'autrefois. Je viens de découvrir cette affaire déroutante dans des archives dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Gardez à l'esprit que ce sujet a suscité beaucoup de discussions par la suite, mais tous les messages semblent avoir été supprimés soit par les auteurs d'origine, soit par les modérateurs. Remettre ce sujet en lumière pourrait enfin apporter une certaine clôture à cette affaire très tragique. AskReddit est le 2e plus grand subreddit du site, totalisant 51 millions de membres au moment de l'enregistrement. Comme son nom l'indique, c'est un endroit pour poser et répondre à des questions qui font réfléchir. Dans la plupart des cas, les expériences partagées par les commentateurs sont invérifiables et très probablement fausses. Cependant, dans certains cas, les informations partagées sont si détaillées ou crédibles que, même non vérifiées, elles pourraient contenir une part de vérité. Il y a 9 ans, un utilisateur d'AskReddit a publié ce message.
À ceux qui ont accidentellement tué quelqu'un et qui s'est mal passé. J'ai mentionné des messages aléatoires d'un fil similaire, ignorant une réponse très intéressante qui a généré de nombreux débats. Un utilisateur nommé Barkayology a publié le message suivant. Le souvenir de notre cachette d'enfance dans une crique creusée dans une falaise de terre me hante encore aujourd'hui. C'est la meilleure approximation que je trouve sur Google, 3 fois plus haute et probablement 10 fois plus blanche. Il y avait un enfant du quartier, probablement handicapé mental, mais pour nous, c'était juste un gamin bizarre et inquiétant. Dans les années 80, on a trouvé un gamin bizarre assis sur notre chaise de garde alors qu'on se dirigeait vers notre base à Troyes. À l'époque, on n'avait pas vraiment été élevé dans le politiquement correct. On lui a crié de partir, il a répondu un truc comme « fais-moi descendre », puis il nous a lancé des mottes de terre et des bâtons. On a tous contourné le côté pour essayer de monter. À partir de là, c'est flou, mais je me souviens seulement qu'il est tombé. Je me souviens encore du bruit. Lorsque nous sommes allés le voir, il était dans une position étrange, du sang coulant de sa bouche. Paniqués, on est tous rentrés en courant chez nous. À ma connaissance, personne n'en a jamais parlé à qui que ce soit. Nous n'y sommes pas retournés pendant plus d'1 mois et n'en avons plus jamais reparlé. C'était les années 80 et les médias étaient différents d'aujourd'hui. Un enfant handicapé mental, porté disparu, a été retrouvé mort après une chute, selon un probable article dans la section B du journal. C'est intéressant qu'ils aient mentionné que tout était assez flou et que l'enfant était tombé au hasard. Il est donc possible que l'auteur du message nie avoir poussé la personne en question. Mais ce ne sont que des suppositions. L'auteur a confirmé dans un autre message qu'il ignorait ce qui était arrivé à l'enfant. Il y a eu une réponse au message de la part d'un autre utilisateur nommé AD33, demande de valeur foncière 9. Je suis l'auteur du commentaire sur Scott Clissolt, voir mon historique pour confirmation. Je ne dirai pas grand-chose sur qui j'ai alerté à ce sujet, mais c'est une situation inquiétante et ce type doit parler avec les forces de l'ordre immédiatement. J'ai envoyé plus de détails sur ce type au modérateur, ils devraient donc pouvoir l'identifier et ont supprimé la menace. J'ai retiré les informations personnelles identifiables dans mes commentaires, seulement 2 phrases en fait, car je fais un post pour demander la restauration dans l'espoir d'attirer plus d'attention sur l'histoire, afin que peut-être l'un des 2 autres enfants impliqués, ou même un autre enfant qui aurait trouvé ou vu quelque chose, puisse se manifester et apporter une forme de clôture à la famille de ce John Doe. Bien que tout cela puisse être faux, il y a assez de détails troublants pour que je sois à l'aise de me tromper. Je trouve ça dingue que cet utilisateur ait mentionné le nom de l'enfant, probablement la victime dans cette affaire. Mais l'archéologie n'a pas vraiment donné beaucoup de détails sur sa confession, donc c'est assez surprenant qu'ils aient fait le lien aussi facilement. Scott Helen Clissolt a disparu en 1988 à Saint-Charles, dans le Missouri, alors qu'il avait 9 ans, tandis qu'archéologie aurait eu environ 10 à 11 ans. Ils sont arrivés à cette conclusion à cause du passé d'archéologie. Il mentionne, il y a 4 jours, qu'il approche de la quarantaine, ce qui nous donne une fourchette de 1976 à 1978. Scott a disparu en 1988 alors qu'il avait entre 10 et 12 ans. Il précise avoir fréquenté le lycée au début ou au milieu des années 90, ce qui concorde avec les âges mentionnés précédemment. Je crois que tu t'es trompé de profil Facebook, mais envoie-moi un message privé quand même. Il y a peu d'informations disponibles sur Scott Clissolt. Scott a grandi dans les années 80 et a disparu depuis le 8 juin 1988. Scott était élève à l'école primaire Coverdale et il a disparu le dernier jour de l'année scolaire. Scott a quitté la maison de son camarade dans le bloc 3300 de Leverance Drive dans l'après-midi du 8 juin 1988. Il partait jouer dans les bois et a été vu pour la dernière fois marchant sur Kennedy Drive en direction de West Adams vers 16h30 à seulement un pâté de maison de chez lui. Lorsqu'un violent orage a frappé la région en fin d'après-midi, sa famille a supposé qu'il s'était réfugié chez une autre famille. Lorsque Scott n'est pas rentré ce soir-là, ses parents ont signalé sa disparition à la police. Les autorités ont commencé à fouiller la région à la recherche de Scott la nuit de sa disparition. Les enquêteurs ont ratissé le quartier autour de son domicile, allant de porte en porte. Des amis de Scott ont guidé les chercheurs vers au moins 6 grottes où le garçon jouait habituellement. Certaines personnes pensent que Scott s'est noyé lors de la crue soudaine provoquée par la tempête, mais les autorités et la famille de Scott pensent qu'il a été enlevé. Le 10 juin, 2 jours après la disparition de Scott, les recherches ont officiellement été arrêtées. Sur Habitation à loyer modéré, le frère de Scott a également parlé de l'affaire. D'après ce que je sais, ma grande sœur Stacy aurait été la famille et les amis avant son départ pour le travail. La dernière fois qu'elle l'a vu, il était en haut de la colline. Il jouait, courait partout. Il était un enfant comme nous l'étions. Vous savez, je sais que les gens disent de ne pas jouer dans la rue, mais c'est là que nous jouions en haut de la rue.
Quand est-ce que tes parents ont finalement appelé la police? Plus tard dans la soirée. Je ne peux pas, vous savez, moi ça, je ne suis pas sûr de l'heure, 8 heures, quelque chose comme ça. C'était, vous savez, avant qu'il ne fasse nuit. Suite à l'attention suscitée par l'affaire Reddit, Barkaiology a supprimé son commentaire, mais son compte est toujours actif, avec une dernière publication il y a 9 ans. Il est possible que cette histoire ait été inventée par Barkaiology, ou qu'il s'agisse d'un autre enfant et non de Scott Clissolt. Dans tous les cas, la disparition de Scott reste un mystère qui perdure, sans aucune solution en vue. La police croit toujours à l'enlèvement de Scott, donc la piste Reddit semble infructueuse. Pour plus d'informations, contactez le département de police de Saint-Charles, Missouri. Celle-ci a été publiée il y a longtemps, mais l'utilisateur aujourd'hui supprimé avait fait un gros effort en fournissant beaucoup de photos des choses qu'il décrivait. C'est pourquoi je voulais l'inclure dans cette vidéo. Ce sera une longue entrée. Le 12 mai 2012, un utilisateur désormais supprimé a partagé ce qui suit. J'habite dans le nord du pays de Galles, au Royaume-Uni. C'est un endroit vraiment magnifique à vivre pour tous ceux qui ont eu la chance de le visiter. Toutefois, pour un ado, les activités font probablement défaut. En conséquence, mes amis et moi nous retrouvions souvent à explorer sans but la campagne et le littoral. Bien qu'elle soit assez peu peuplée, comparée aux villes les plus proches, il y a une route à double voie qui longe la côte du pays de Galles jusqu'en Angleterre. De plus, des voies ferrées longent cette route sur la majeure partie de son parcours, passant parfois au-dessus par un petit pont en ciment. Quoi qu'il en soit, il y a eu une nuit, il y a quelques années, où nous étions 4 à avoir décidé au hasard d'essayer d'explorer l'intérieur de l'un de ces ponts, car l'un du groupe avait remarqué une plaque d'égout à proximité que nous pensions être l'entrée. En y regardant de plus près, nous avons découvert qu'il nous faudrait plusieurs outils pour pouvoir entrer. Nous sommes revenus avec l'équipement nécessaire et avons commencé à dévisser la plaque. Nous devions faire cela discrètement, car la voie ferrée était juste à côté de nous, pas assez proche pour être dangereuse, mais suffisamment près pour provoquer la panique chez n'importe quel conducteur de train. Et la panique signifie souvent la police. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous ayons retiré le lourd disque en acier et commencé à descendre l'échelle dans la structure. Une fois tous arrivés au fond sains et saufs, nous avons décidé de progresser de l'autre côté. À ce stade, nous sommes totalement confinés dans l'espace étroit qui mène à la zone principale. Si vous êtes confus quant à ce que ce pont est censé être, c'est normal car il était plutôt particulier. Je n'aurais jamais su qu'il y avait un intérieur si nous n'avions pas trouvé la bouche d'égout. Alors que nous nous faufilons, nous accroupissons et rampons sur le ventre jusqu'à l'autre côté de la structure, un sentiment croissant de claustrophobie s'installe entre nous. La distance d'un bout à l'autre est étonnamment longue, mais à mi-chemin, on peut regarder à travers les étroites fissures et voir l'autoroute en dessous. Étonnamment, c'était plutôt cool, ce qui nous a aidés à garder notre calme. À ce stade, malgré le léger inconfort et l'exiguïté, nous restions un groupe de gars en pleine aventure. Cela allait changer radicalement. À peine quelques mètres, après la moitié du chemin, ce que nous pouvions deviner grâce à la symétrie des passages sous le pont. L'un de nous prétendait voir un objet au loin, de l'autre côté. Un peu hésitant, nous avons accepté d'aller voir. Mauvaise idée. Je suis arrivé le premier au bout et laissez-moi vous dire que je n'ai jamais ressenti une telle angoisse, ni avant, ni depuis. Devant moi, il y avait une seule chaise pliante placée face à un mur. Sur le mur, il y avait une page partiellement déchirée d'un journal ou d'un magazine, montrant une femme entièrement nue dans une position érotique. Je ne l'appelle pas simplement du porno car il y avait quelque chose de différent à son sujet. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais cela semblait plus sinistre que sexy, si cela a du sens. Encore plus troublant, les yeux de la femme sur la photo avaient été découpés. Retirés avec précision, pas simplement arrachés à la va-vite. La scène qui s'étalait devant nous avait laissé complètement sans voix, et un sentiment de panique écrasant se faisait ressentir collectivement. C'est à ce moment que nous avons trouvé le préservatif. Le préservatif horrible à vous retourner l'estomac couvert de sang. Inutile de dire que nous avons déguerpi de là aussi vite que possible en nous cognant les genoux et les tibias contre les bords tranchants en ciment qui bordèrent le chemin menant à l'échelle par laquelle nous étions entrés. Bien sûr, nous prions tous Dieu pour que la bouche d'égout n'ait pas été refermée, car il était impossible de le savoir avant d'atteindre l'échelle elle-même. Heureusement, la sortie était dégagée et nous nous sommes immédiatement enfuis le plus loin possible. Je suis certain que cette fin décevra certains lecteurs, car nous n'avons jamais rencontré l'individu tordu assis sur la chaise, mais je dois souligner à quel point cela était extraordinaire vu l'endroit où je vis. La raison pour laquelle j'ai mentionné la population plus tôt était intentionnelle.
Il y a facilement assez de monde ici pour ne pas être considérés comme des campagnards excentriques, mais pas assez de monde pour qu'une personne perde clairement pied avec la société sans que quelqu'un ne le remarque. Par exemple, il n'y avait littéralement qu'un seul sans-abri que tout le monde dans la région connaissait et appréciait, ce qui a finalement conduit à un grand rassemblement lors de ses funérailles quand il est décédé. Il m'arrive de penser à la personne qui grimpe sur ce pont et se fraye un chemin dans l'obscurité pour s'asseoir face à un mur, faire Dieu sait quoi, mais qui finit avec un préservatif rempli de sang. Honnêtement, la situation est des plus surréalistes. Je viens de réaliser que ce que nous avons découvert cette nuit-là n'a jamais été révélé à une autre âme. En tant qu'ado naïf, on voulait juste oublier ce genre de choses. Mais en y repensant, nous aurions probablement dû prévenir la police, ou au moins quelqu'un, de ce qu'il y avait là-dessous parce que ce n'était pas l'œuvre d'une personne saine d'esprit. Voilà, c'est dit, désolé pour la longueur. Étant mon premier post sur Let's Not Meet, je me suis emporté en voulant rendre l'expérience de lecture aussi réaliste que possible. Avec les années, j'espère avoir gagné en courage. J'envisage d'y retourner, accompagné bien sûr, pour voir quelle saloperie pourrait m'y attendre. Cela pourrait arriver prochainement. Je posterai une mise à jour complète, étant actuellement sans emploi. Donc j'ai tout mon temps. Naturellement, les gens étaient en curieux et demandèrent des nouvelles. Et c'est vraiment une rareté. Auteur du post a vraiment tenu parole. Sur le même post, auteur du post a fait une mise à jour. Comme convenu, voici les photos de la visite de retour. Auteur du post partage 8 photos au total. Certaines images ont des descriptions. J'avais oublié que les passages ne traversent pas réellement toute la structure. C'est scellé au point médian. La légère dépression au-dessus du pilier de soutien est le lieu de la sinistralité. Cela me fait me demander, y a-t-il quelque chose d'anormal de l'autre côté ? En regardant de près, on aperçoit la main gauche de mon ami agrippant un barreau, son corps s'effaçant dans l'obscurité. Ce passage est presque totalement obscur lorsqu'on y regarde. Vous ne pouviez pas voir votre main devant votre visage. Pour vous donner une idée de la taille, il faut absolument ramper sur le ventre pour passer par là. Ce ne serait pas extrêmement étroit, mais il serait impossible de s'accroupir. De plus, la surface légèrement surélevée que vous pouvez voir juste à travers ce trou donne une idée de l'apparence du reste de ce passage menant à la dépression. Des surfaces irrégulières et des espaces étroits rendent impossible de se tenir debout. Dans la publication, ils poursuivent avec ce qui suit. C'était le début de soirée, il y avait donc encore beaucoup de lumière. J'ai donc décidé d'utiliser un filtre simple sur la plupart des prises de vue, en extérieur, pour réduire la lumière et lui donner l'étrangeté qu'elle mérite. Malheureusement, je n'avais pas assez expliqué mes intentions à mon groupe. Ils ont supposé que je voulais juste jeter un œil à la petite zone devant l'entrée du passage, car ils y étaient déjà allés avant. Quand j'ai exprimé mon souhait de traverser le pont, ils ont immédiatement pris la fuite. Comme tu peux l'imaginer, j'étais extrêmement déçu. J'espère y retourner bientôt avec un autre groupe de gars, mais je ne peux pas promettre quand. Si ceux qui veulent te voir la nouvelle visite commentent, mise à jour, je pourrais vous répondre individuellement pour éviter de revenir vérifier constamment. Attendez simplement un message, c'est juste une idée. En tout cas, les photos étaient superbes. Merci encore. Et auteur du post n'a vraiment pas déçu puisqu'il a encore une fois assuré dans un post de suivi en partageant encore plus d'images et de descriptions. Nous sommes rapidement tombés sur ce qui ressemblait à un lit de fortune. Le drap accompagnant la mousse laissait penser qu'il avait servi à dormir dessus. En progressant, le passage s'élargit un peu. J'ai inclus ceci pour illustrer la quantité de poussière dans l'air. Il était difficile d'obtenir des photos nettes à distance, sauf en gros plan. Ce cadenas cassé servait probablement à sécuriser l'entrée à l'origine. À ce stade, je n'avais même pas parcouru un tiers du pont. Une bougie usagée, c'est là que les choses deviennent dégoûtantes. Ce liquide n'était certainement pas du lait. Auteur du post a montré des photos d'excréments humains, mais je ne peux probablement pas les afficher ici. Au moment d'approcher de la dernière pièce, nous avons découvert cette cassette déconcertante. Il est écrit « Scène de crime, ne pas entrer ». L'entrée étroite vers l'ouverture finale. À ce stade, même avec 2 lampes torches puissantes, honnêtement, on ne pouvait pas voir s'il y avait quoi que ce soit, ou qui que ce soit dans la pièce du fond. Cela rend la décision d'avancer particulièrement stressante. Après m'être faufilé dans la pièce du fond, la première chose que je vois est un couteau. Après cela, auteur du post partage des images censées appartenir à la personne qui vit ici. Ces photos, bien qu'explicites, sont courantes dans les magazines. Les 2 dernières images montrent la chaise de l'habitant, c'est à peu près tout ce qui est intéressant.
Dans les commentaires, la majorité le félicitait d'avoir eu le courage d'y aller une fois, encore moins deux. Quant à la personne qui habitait là, l'auteur du post et d'autres ont supposé qu'il devait s'agir d'un habitant du coin. C'est tout pour cet épisode. Un grand merci à tous les soutiens Patreon de la chaîne. Prenez soin de vous et au revoir.